Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... C'est désespérant. C'est désespérant avec ce G20, avec ce sommet de la COP26, etc. Tout le monde a réagi évidemment sur la rencontre entre Biden et Macron, où force est de constater que Biden ose dire oui, nous sommes désolés, nous ne savions pas, que la France ne savait pas, que l'Australie avait peut-être décidé de ne pas confirmer le contrat. Alors évidemment, c'est du jeu de dupes. Hein. D'un côté, on a Biden qui se fout carrément de notre gueule, on a un Macron qui joue la carpette, et puis évidemment les médias qui ne jouent pas leur rôle, les médias qui ne disent pas que, en effet, Biden était parfaitement au courant que le contrat entre l'Australie et la France était caduc, mais apparemment, on ridiculise un peu plus Macron et la France en disant je ne savais pas que vous ne saviez pas que, en réalité, c'était déjà décidé comme ça depuis un certain temps. L'air de dire, apparemment, tes services de renseignement, c'est des gros glands. Ou alors, dans ton entourage, il y a des gens qui le savaient, mais qui n'ont pas osé te le dire. Et au final, on passe pour des cons. Autre histoire assez intéressante sur Twitter, ce week-end, j'ai un petit peu jouté avec une personne qui est un de mes abonnés, mais avec qui il m'arrive assez souvent de jouter, mais de jouter de façon intelligente. C'est-à-dire que déjà c'est un psychiatre de profession, et qui parfois on a des divergences d'opinion, et voilà, on joute sur d'argument en argument, de contre-argument en contre-argument, de ce que nos connaissances font en général pour essayer de faire avancer un petit peu le débat et peut-être essayer de convaincre l'autre que il a tort de penser comme ça ou de penser comme ça d'une certaine façon, etc. Et là, justement, c'était sur le principe que, moi j'avais encore dit que là, pour moi, la République est morte. Et il me dit oui, en disant ça, vous jouez le jeu des extrêmes droites, il faut sauver la démocratie, etc. Donc on part justement sur cette explication, sur ce débat, et à un moment il me fait cette réflexion, mais la démocratie, ce n'est pas parce que des hommes font des conneries, il faut savoir dissocier les deux, la démocratie telle qu'elle est et les hommes. Et là je lui dis, mais attendez, la démocratie, je ne vais pas vous refaire le topo de que signifie démocratie, du grec des mots, peuple. Le peuple, jusqu'à preuve du contraire, c'est des êtres humains. Et donc des hommes. Donc comment vous pouvez dissocier la démocratie des hommes? La démocratie est née des hommes. Et la démocratie ne peut exister sans les hommes. Et là, j'essaie de lui expliquer ce dont je vous avais déjà expliqué une fois dans une vidéo. C'est que, quel que soit le type de régime que vous développez, que vous imaginez, sur le papier, ça peut fonctionner. Sur le papier, c'est formidable. En théorie, c'est magnifique. C'est un peu comme l'architecte qui vous présente une maison que vous voulez construire. Évidemment, il va tout mettre à son avantage pour la beauté, la fonctionnalité, la technicité, la sécurité, etc. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous avez sur le papier, c'est ce que vous allez avoir dans le réel. Parce que dans le réel, vous négociez les prix, etc. Donc l'architecte, après, il fait construire la maison avec peut-être des outils, ou en faisant appel à des sociétés qui sont moins chères, mais peut-être font un travail de moins bonne qualité. Ou même aussi, des fois, je dirais, c'est parfois au détriment de l'architecte lui-même. C'est-à-dire que l'architecte, s'il ne suit pas les chantiers, s'il ne suit pas et ne se garantit pas ou ne s'assure pas de l'usage des bons outils, des bonnes matières premières, etc., oui, à un moment donné, vous va y avoir des défauts. Je pense qu'on a tous entendu dans nos villes ou dans nos villages une construction d'un immeuble, d'un entrepôt, d'une usine, d'une salle communale, d'une piscine, d'une bibliothèque, et qu'au bout de quelques mois, tout d'un coup, on commence à voir émerger des défauts. Alors des défauts de conception, mais aussi des défauts
Ou à la limite, on se pose la question si là, l'architecte, il a bien réfléchi. Juste un petit exemple, que peut-être vous connaissez tous, ces fameux immeubles qu'on construit pour le luxe, pour des idées pharaoniques, et qu'au bout de quelques semaines, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que l'habillage de façade avec des plaques de marbre, les plaques de marbre sont trop lourdes, les fixations ne sont pas étudiées pour, et elles commencent à se péter la gueule. Ou alors, les architectes n'ont pas réfléchi que construire cet immeuble dans un endroit pluvieux, forcément, il va y avoir des effets, à cause de la pluie, sur les plaques de marbre. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des traces de saleté, des traces de pollution. Et ça fait dégueulasse. Voilà, c'est des tas de petits détails. D'où la raison pour laquelle, en règle générale, on fait appel à des cabinets d'architectes, parce qu'il y a plusieurs architectes, et grâce au fait qu'il y a plusieurs architectes, les mecs, parfois, oublient ou ne pensent pas à certaines choses que leurs collègues, eux, vont penser. Donc, les régimes pour régir des pays, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on jongle énormément sur l'inconscient collectif pour donner une idée de ce qu'est la démocratie, la dictature, la monarchie constitutionnelle, etc. Mais en réalité, tous ces régimes-là, on peut les inventer, on peut les créer de telle manière à imaginer des autorités qui soient en totale abnégation, qui soient en obligation de tout faire dans l'intérêt et la sécurité du peuple et de sa souveraineté. Sur le papier, ça fonctionne. Et dans la réalité, ça ne fonctionne pas. D'autant plus que dans la réalité, très très tôt, lorsqu'on commence à mettre en place des idées, alors là je parle de démocratie en effet, si on commence à mettre en place des concepts, des idées qui permettent au peuple d'avoir des outils, des leviers participatifs à la gestion du pays, eh bien vous remarquerez que dans l'histoire, que ce soit l'histoire de la Révolution américaine, que ce soit l'histoire de la Révolution française, ou même l'histoire de certaines révolutions ou d'indépendance de certains pays, eh bien on remarquera que très 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 rapidement, l'élite réussit à imposer un certain nombre de principes pour minimiser, empêcher le peuple d'avoir trop de pouvoir. Le principe du Parlement, sur le papier, c'est génial. Il est évident qu'on ne peut pas prendre en considération l'opinion de 68 millions d'habitants. Et donc pour coordonner, pour mettre de la cohésion, pour mettre de la cohérence, eh bien on a utilisé le principe de la représentation. C'est-à-dire que pour un certain nombre de collectivités déterminées sur le territoire, on va déterminer un nombre de représentants. Et chaque représentant se rassemble au sein d'un Parlement. Ce Parlement, en France, Assemblée nationale, Sénat. Aux États-Unis, la Chambre des représentants et le Sénat. Sur ces institutions, on va intégrer, alors en Angleterre, vous avez la Chambre haute et la Chambre basse, je crois, du Reichstag, du Bundestag, je ne sais plus. Mais d'une manière générale, les démocraties fonctionnent à peu près sur le même principe, c'est-à-dire le principe d'une représentation. En Grande-Bretagne, vous avez la Chambre des Lords. Et évidemment, quand sur le papier, on se dit, il faut quand même, si on donne des pouvoirs à ces gens-là, de décider, de voter au nom du peuple, avec un gouvernement qui propose, et que le Parlement dispose, il faut quand même des contre-pouvoirs. Donc, chaque institution a mis en place des institutions pour mettre des garde-fous, on va dire. En France, vous avez la Haute Cour de justice, vous avez le Conseil d'État, vous avez le Conseil constitutionnel. Aux États-Unis, vous avez la Cour suprême. Mais là encore, l'élite, elle n'est pas folle. Elle a fait en sorte de mettre en place des institutions et des garde-fous pour donner l'illusion de démocratie. Mais en réalité, ce qu'on met à l'intérieur garantit la sécurité que le peuple, à un moment donné, finalement, n'a pas franchement tous les pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir qui est donné au peuple, il est donné par le gouvernement et l'institution dont il peut faire usage pour faire appeler le peuple à décider, à donner son avis, à donner une opinion. La France, la 5e Constitution, est dotée de 2 méthodes de consultation sur des sujets importants.
crois même que la Constitution prévoit que certains sujets liés à la Constitution ne peuvent en aucun cas être abrogés ou modifiés par un gouvernement ou parlement sans l'autorisation ou la consultation du peuple. Or, la Ve République, qu'est-ce qu'elle a intégré? Elle a intégré en 1958 ce qui fonctionnait à l'époque de 1958. Général de Gaulle, la guerre froide, un contexte complètement différent de celui dans lequel nous sommes actuellement. À l'époque, de Gaulle estimait que la consultation était obligatoire pour modifier, réformer, abroger des textes de la Constitution, ou additionner des textes à la Constitution, ou moderniser la Constitution, soit par référendum, soit par consultation du Parlement. Si vous êtes un tant soit peu honnête en tant que président, si vous voulez vraiment être démocrate en tant que président, eh bien vous faites appel à un référendum. C'est exactement ce qu'a fait Jacques Chirac en 2005 pour consulter le peuple sur la Constitution européenne, que nous avons refusé. Mais comme aujourd'hui nous vivons dans des pays où il y a une oligarchie, une élite financière qui a pris de plus en plus d'importance et d'influence, et que ces institutions mondialistes, globalistes, voulaient que l'Union européenne soit construite pour, à terme, assumer et assurer sa suprématie sur les États membres, il fallait impérativement que cette constitution soit votée. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, en France, on a juste changé 2 lignes et 3 points, et on a proposé le traité de Lisbonne. La France a-t-elle fait un référendum sur le traité de Lisbonne? Bien sûr que non, puisque là, l'élite oligarchique a dit à Sarkozy, bon, par contre, tu te démerdes, mais pas de référendum, tu passes ça par le Parlement, tu te démerdes pour avoir une majorité pro-européenne qui ne pourront que voter pour le traité de Lisbonne. Et donc en 2007, eh bien, on a fait un congrès avec les 2 assemblées et le traité de Lisbonne a été abrogé, voté. Il y a eu pire. Souvenez-vous, les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont fait un référendum sur le traité de Lisbonne, ils ont dit non. Sauf que non, ça va pas du tout. On refait un référendum. Donc ils ont refait un référendum. Là maintenant, aller chercher, aller comprendre, aller explorer pour savoir comment du coup les Hollandais ont changé d'avis et ont dit oui. L'Irlande, pareil. L'Irlande a fait un référendum, l'Irlande a dit non. Ça va pas du tout, non, on n'est pas d'accord, non, vous refaites un référendum. L'Irlande, vous refaites un référendum, et ce référendum, on veut qu'il soit positif. Et ils ont refait un référendum, et cette fois-ci, c'était positif. Vive la démocratie! Et donc, ce monsieur sur Twitter, je lui donnais ces exemples-là, et je lui dis, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le gouvernement de Macron et de Castex. Quand ils ont ordre de passer une loi, quand ils veulent qu'une loi passe, mais que par malheur, l'Assemblée nationale refuse la loi, qu'est-ce qu'ils font? Ils représentent la loi. Et donc ils demandent à nouveau un vote. Sauf qu'entre le moment où ils se font blackbouler sur leur premier vote et le moment où ils organisent le second vote, il y a un laps de temps. Et là, dans ce laps de temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, vous avez de la pression, vous avez de l'appel, vous avez de la motivation. C'est-à-dire que là, on rameute toute la, toute la meute, finalement, pour que, au second vote, il n'y ait pas d'autre issue qu'un vote positif. Alors évidemment, réflexion. Comment se fait-il que dans des démocraties, un coup c'est oui, un coup c'est non? Là, je vous laisse trouver vous-même vos propres réponses à vos questions. Le fait est, c'est que de toute façon, la démocratie, sur le papier, oui, c'est génial. Liberté, égalité, fraternité pour la République, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer, la liberté... Sauf que le problème,
c'est que quand on commence à dire à ces gens-là, oui, mais à partir du moment où de plus en plus on vous demande de rester entre les clous. Si vous sortez des clous, et là vous en êtes la preuve, puisque quand je dis que la démocratie aujourd'hui elle est morte, c'est que pour moi il y a différents éléments qui prouvent que les leviers théoriques que le peuple souverain devait avoir n'a plus. Donc à partir du moment où le peuple n'a plus aucun levier sur sa propre démocratie, la démocratie finalement ne devient plus qu'un manteau sous lequel se planque une plutocratie, une dictature, une forme de fascisme intellectuel. Fascisme, attention, quand on dit fascisme, évidemment, il y a toujours l'idée préconçue, l'idée inconscient collective du fascisme italien, du nazisme allemand, même des dictatures qui ont existé en Espagne, au Portugal, en Argentine, au Chili, etc. Et justement, pour essayer de me contrecarrer dans mon raisonnement, cette personne me dit, je vous rappelle, la démocratie ne tue pas des gens. Elle ne tue pas des gens, elle n'assassine pas des gens, elle n'emprisonne pas des opposants politiques. Et là, évidemment, ça a fait bling dans ma tête, et je lui ai répondu, ah, donc la démocratie, sous le manteau de la démocratie, on n'a jamais assassiné John Fitzgerald Kennedy. On n'a jamais assassiné Bob Kennedy. On n'a jamais assassiné Sadi Carnot, en France. Ou plus récemment, on n'a jamais assassiné Yann Piat. On n'emprisonne pas ceux qui ont fait des révélations sur des horreurs ou des massacres commis au nom d'un État, dans une guerre qu'on appelle l'Irak, et dont ce monsieur aujourd'hui est en prison en Grande-Bretagne, et sous le coup d'un mandat d'extradition vers les États-Unis. Ou de toute façon, les États-Unis, aujourd'hui, vous dites, ne vous inquiétez pas, on va respecter les droits de l'homme, etc. Mais... Et là-dessus, je lui rajoute Epstein. Epstein, qui était un rouage important dans une affaire de trafic sexuel, voire pédophile, etc. Au nom de la démocratie, il a été assassiné. Parce que, au nom de la démocratie, des gens qui font la démocratie étaient menacés par Epstein. Donc me dire que la démocratie n'assassine pas, ou ne met pas des dissidents en prison, ou des opposants en prison, ou ne contraint pas la presse, la démocratie, elle n'a pas besoin de contraindre la presse, puisque la presse, d'une manière générale, elle est maintenue par des gens qui ont déjà des influences, qui font partie des cercles, qui font déjà de l'influence sur les milieux politiques et institutionnels. Il fut un temps, oui, il y a eu la télévision d'État. En France, on a connu l'ORTF. Mais aujourd'hui, télévision publique est entre les mains des gauchistes, et la télévision privée est entre les mains de gens qui ont des choix de camp. Mais à la limite, la pluralité qu'il y a entre des chaînes de gauche ou des chaînes de droite, détenues par des gens de gauche ou détenues par des gens de droite, oui, en effet, là, c'est la liberté. Mais regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec CNews. On ne condamne que CNews. On ne condamne pas les autres. On ne condamne pas les autres radios, fonctions publiques, télévision publique, lorsqu'elles commettent des impairs ou des approximations, qu'elles font même de la désinformation. Ah non, là, on ne dit rien. Mais en revanche, quand c'est CNews, parce que c'est Bolloré... Sauf que le problème, c'est que les Français, ils ne sont pas idiots. Les Français ne sont pas stupides. Et se rendent compte de ce décalage, de ce manque de balance, de ce manque de cohérence. Donc, j'ai donné tous ces arguments-là à ce monsieur, puis au final, à un moment donné, il me dit, c'est vrai, vous avez raison. Et je lui dis, mais
dans votre propos concernant la démocratie, vous avez, vous, parfaitement raison. Le seul problème, c'est que vous présentez des arguments qui ne sont que des arguments théoriques, qui embellissent, qui magnifient la démocratie. Malheureusement, dans le réel, le réel, c'est que vous avez une chance sur deux que votre démocratie devienne en effet un paradis parce qu'à sa tête, il y a des gens sages, en abnégation, éclairés, qui sont là pour l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple, l'intérêt de la souveraineté, l'intérêt du pays. Comme vous pouvez tomber sur des gens qui en réalité sont payés ou sous influence ou sous pression d'autres gens pour détruire le pays, détruire ses valeurs, détruire ses principes, détruire ses libertés, ou faire croire qu'on a de la liberté, mais par contre on va en réduire les champs d'action. Tu as la liberté de penser, de bien penser, mais tu n'as pas la liberté de ne pas bien penser. Tu as la liberté d'être un mouton, consumériste, asservi, endetté. Tu n'as pas la liberté de devenir un dissident, un opposant ou un résistant. Résistant d'ailleurs, je rappelle, qu'on appellera terroriste. On n'appellera pas résistant. Donc, lui présentant tous ces faits, je dis, mais attention, je ne dis pas que la démocratie est mauvaise. Je dis simplement, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas sacraliser la démocratie, quand on sait que dans la démocratie, il y a malheureusement un grand nombre de portes ouvertes aux abus, aux manipulations, aux propagandes idéologiques. Et force est de constater que notre République, notre chère démocratie, elle a quand même pris un sacré coup de punch dans la tronche depuis quelques années. Petite info, récemment, je vous l'avais dit, les sénateurs ont présenté un texte qui a été voté pour annuler un texte de 2014, je crois, de 2014-2016, sur le cumul des mandats. Alors là, tous les droits de l'homiste et fervents défenseurs de la démocratie ont envie de leur poser la question, je dis mais... Oui, mais comprenez, c'est des gens qui ont des responsabilités. Parce que avec le niveau de responsabilité qu'ils ont, ils ne sont pas déjà suffisamment bien payés. Et encore, responsabilité est un bien grand mot. Parce que quand on voit depuis la pandémie que le gouvernement a toujours tout fait pour protéger son cul, pour ne pas avoir de répercussions pénales, elles sont où les responsabilités là? Il n'y en a pas, puisqu'ils s'en dédouanent. C'est même pire, ils se sont modifiés des textes pour échapper à leurs responsabilités. C'est-à-dire que même demain, Castex ou Véran, ils perdent leur boulot. Mais personne ne pourra les attaquer, puisqu'ils seront protégés par la loi, par l'institution. Donc, à moins qu'il y ait un nouveau gouvernement, à moins qu'il y ait un président qui décide de remodifier ces textes, de les abroger, pour permettre enfin à la justice d'aller réclamer des comptes à tous ces gens-là, et décider s'il y a plainte ou procès à engager envers ces gens. Mais dans l'état actuel de la République et de ses institutions, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Cette même République qui aujourd'hui est morte au point d'être supplantée par des tribunaux d'arbitrage. Je rappelle, les tribunaux d'arbitrage, ce sont ces tribunaux qui existent aujourd'hui à l'échelle européenne, qui, lorsqu'il y a un litige entre une multinationale et un pays, eh bien, en règle générale, la multinationale fait appel à ce tribunal d'arbitrage, et le tribunal d'arbitrage étant éventuellement et sûrement doté d'un certain nombre de gens et de membres en complicité, en duplicité avec l'ultralibéralisme européen et donc ces multinationales, eh bien en règle générale, le pays sera toujours condamné, sera toujours fautif ou débouté. Donc moi, quand je lis sur Twitter des gens
j'ai foi en la République, j'ai foi en la justice. Ben, j'ai envie de leur dire, ben, vous êtes bien naïfs. Jusqu'au jour où vous serez confronté à une injustice, jusqu'au jour où vous voudrez faire valoir un droit existant, mais vous vous rendrez compte que les institutions se torchent le cul, littéralement avec votre droit. Que de toute façon, oui, vous avez des droits, vous avez des lois qui vous protègent, mais quand vous voulez en faire usage, vous vous rendez compte que c'est un parcours du combattant. Et c'est fait pour décourager. Ça revient à dire justement le fait que les statistiques de délinquance, d'agression, de violence, de viol, etc. ont augmenté. Ben oui, mais ils ont augmenté. Il y en a qui vous disent, oui, enfin bon, regardez, en 95 aussi, on est en dessous du chiffre de 95, etc. Oui, sauf que moi j'ai envie d'ajouter, au vu de la déliquescence de la justice, au vu de la déliquescence même de la société et de la déliquescence de l'accès au droit, eh bien, il y a des gens qui ne portent plus plainte parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils en ont assez de ces systèmes bureaucratiques et technocratiques qui ne sont incapables de traiter votre problème alors que toutes les preuves sont là pour bien définir que vous êtes victime. Eh bien non. Personne n'est accusé ou coupable tant qu'il n'est pas... tout le monde toute personne est présumée innocente tant qu'il n'est pas prouvé qu'il est coupable. Voilà, on jongle sur les terminologies, on jongle sur les aspects, on jongle sur les perceptions. Et donc ça permet à des gens d'échapper à la justice, d'échapper à leur responsabilité. Donc à partir de là, oui, bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais la démocratie, on n'a pas mieux. Mais oui, bien sûr qu'on n'a pas mieux. Et on n'aura jamais mieux. Parce que quels que soient les régimes, quelles que soient les instances, quel que soit le système que vous allez adopter, prendre, mettre en place, il y aura toujours des risques de tomber sur des gens malveillants, à différents niveaux. C'est une réalité. J'ai même envie de dire, tiens, je vais faire un peu de provocation, au moins dans les dictatures, ils ont les infrastructures pour surveiller les gens, pour contrôler les gens. Et le premier qui commence à déconner, le premier qui fait de l'abus de pouvoir, le premier qui fait de la corruption, hop, il passe à la trappe. Là, il y a de la justice. Mais attention, tous les régimes qui ont fonctionné de cette manière ont été confrontés à un autre problème, c'est qu'ils ont confié les pouvoirs, les contrôles à des gens qui s'en sont très mal servis, qui en ont abusé. D'où la raison pour laquelle tous les régimes dictatoriaux ont très mauvaise réputation. Parce qu'on en a profité pour donner des pouvoirs à des gens qui ont profité de leur pouvoir pour régler des comptes. Alors, régler des comptes au sens large du terme, c'est-à-dire régler des comptes à des dissidents, des opposants, ou leurs voisins, à des gens qu'ils détestaient, à des communautés, à des religions, à des ethnies. Donc c'est pour ça que, en effet, la dictature dans la pratique, c'est niette, c'est hors de question. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut sacraliser la démocratie pour autant, l'accepter en tout et pour tout, les yeux fermés, parce qu'elle aussi, elle a ses failles, elle aussi, elle a ses écueils. Et la force de constater, et c'est là-dessus que j'ai terminé avec cette joute avec ce monsieur, je lui dis, regardez comment toute démocratie, ce que je vous disais tout à l'heure, a à un moment donné eu l'idée pertinente de donner des outils et des leviers au peuple, de permettre au peuple d'être dans une participation, c'est-à-dire de confier des responsabilités à des gens, à des élus, mais que si jamais ces élus dépassent les limites, font des choses qui vont en contradiction avec les principes et les valeurs, eh bien dans ce cas-là, le peuple devrait avoir le droit de faire appel à des instances
à des institutions, à des commissions, pour, justement, soit tirer la sonnette d'alarme, soit lancer un avertissement. Je rappelle, rappelez-vous pour ceux qui ont connu le septennat, au bout de 5 ans, vous aviez la législative. Aujourd'hui, la législative, elle a disparu, puisqu'on fait législative après la fin d'un quinquennat. Alors que les législatives, elles avaient l'avantage et l'intérêt au peuple de pouvoir donner soit une satisfaction, soit un mécontentement à la présidence en place. Là, c'est un outil sur le papier qui fonctionne. Tout comme d'ailleurs, aux États-Unis, vous avez le vote de mi-mandat. Biden est élu pour 4 ans, mais dans 2 ans, il va devoir affronter les votes mi-mandat, c'est-à-dire un renouvellement, je crois, des 2/3 du Sénat. Et c'est par cette voie-là que peuvent s'exprimer les Américains, s'ils sont contents ou mécontents. Sauf que dans les 2 cas, américains et français, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que, en effet, la faille de ce système, c'est qu'au bout d'un moment, ça rend le pays ingérable. Ingérable pourquoi? Parce que il y a toujours un mécontentement, mais c'est un mécontentement consumériste, d'une grande majorité, qui va contrebalancer les pouvoirs et obliger en France d'avoir un gouvernement de cohabitation, tout comme aux États-Unis, le président et son administration se retrouvent un petit peu coincés parce qu'ils perdent la majorité du Sénat. Et comme en France, quand vous voulez faire voter des décrets, des lois, etc., vous passez par l'Assemblée nationale, le Sénat, ça retourne à l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, c'est pareil. Si vous avez des lois importantes, etc., ça passe à la Chambre des représentants, et ensuite, ça va au Sénat. Sauf que le problème, c'est que si vous avez la Chambre des représentants, mais vous n'avez pas le Sénat, eh bien, vous pourrez toujours proposer des lois à la Chambre des représentants, des lois qui vont évidemment passer, mais qui seront bloquées par le Sénat. Après, vous pouvez faire des recours à la Cour suprême pour essayer de faire valider une loi dans l'intérêt du progrès du pays, etc. Ce qu'avait fait par exemple Obama avec l'Obamacare, ou même avec sa loi sur le mariage homosexuel. Mais j'ai finalement réussi à faire comprendre à ce monsieur qu'il ne faut pas sacraliser les choses, comme je vous l'ai dit, parce que chaque chose a toujours ses failles. Alors des failles avec lesquelles on peut gérer, avec lesquelles on peut faire évoluer les mentalités, sauf que le problème, c'est que ça fait quand même depuis quelques décennies que le principe même d'une démocratie, d'une institution, d'une souveraineté, d'un pays, d'un peuple, d'une culture, etc., à force de constater qu'ils sont quand même franchement attaqués de tous les côtés. Et que, à force d'attaquer de tous les côtés la culture, le peuple, la tradition, eh bien forcément la démocratie, tôt ou tard, elle aussi, va être attaquée. Et c'est pour cette raison sans doute d'ailleurs qu'on essaie d'exacerber les haines, les colères, les mécontentements contre les idées d'extrême droite, contre un néofascisme, qui en réalité est un néofascisme et une extrême droite d'apparat, parce que comme ça, on leur laisse le champ libre de faire leur petite trembouille dans votre dos. Sauf que pour des gens comme vous et moi, qui sont un petit peu éclairés, qui savent réfléchir, qui savent prendre de la hauteur, on se rend compte très rapidement qu'on est dans des phénomènes de manipulation. Sauf que malheureusement, il y a très malheureusement des gens qui malheureusement manquent beaucoup de culture sur certaines choses, et dont d'ailleurs ce monsieur psychiatre m'avait donné l'exemple de la Russie, de Poutine. Poutine, le dictateur. Poutine qui enferme des dissidents, Poutine qui tue des gens, qui manipule et maîtrise la presse, les médias, etc. Oui, mais c'est ce que je lui expliquais, je dis, attention, vous jugez la Russie comme si vous en connaissiez les rouages, alors qu'en réalité, si vous connaissiez vraiment les rouages de la Russie, de son histoire, de sa culture, de sa société, vous ne réagiriez pas comme ça. Mais là encore, vous êtes sous le coup, sous l'emprise de la conviction que nous sommes les représentants de la démocratie par la République, et encore plus la France avec les idées droits de l'homiste. Donc vous vous positionnez juge
et bourreau sur tous les autres pays qui n'ont pas emprunté les mêmes idées ou les mêmes modèles que nous. Et ça rejoint d'ailleurs le problème de la Pologne. Alors oui, la Pologne fait de la résistance. Oui, la Pologne verse 4,9 milliards d'euros à l'Europe. Mais elle en reçoit 18 milliards. Donc en effet, sur cet argument, on dit, ben, pourquoi la Pologne est en train de nous casser les couilles alors qu'elle est bien contente de recevoir en 2020 18 milliards d'euros de la part de l'Union européenne, alors qu'elle n'en paye que 4,5 ou 9, je ne sais plus. Et quand il m'a sorti ça, enfin il m'avait sorti des chiffres qui n'étaient pas bons, mais moi je lui ai réactualisé les chiffres, mais qui rentraient dans son sens. Et je lui dis, mais vous savez, c'est facile. C'est facile de se servir de cet argument, parce que finalement, c'est comme les drogués, par exemple. Les dealers, pour essayer d'augmenter leur clientèle, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, au début, ils vous donnent de la dope. Ils vous filent de la dope gratuitement, jusqu'à ce que vous deveniez dépendant. Et une fois que vous êtes dépendant, eh bien, vous êtes pieds et poings liés, et là, vous devez, évidemment, payer. Eh bien, avec les subventions, qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Eh bien, l'Europe, elle a permis à un certain nombre de pays, sous le prétexte de leur permettre de les aider, de se mettre à niveau économiquement, eh bien, on a arrosé des milliards et des milliards d'euros de subventions à ces pays. Mais derrière, on n'a rien fait pour leur dire, attention, cet argent, c'est pour vous permettre de vous aligner économiquement sur l'ensemble des pays membres. En réalité, on n'a rien fait d'autre, puisque finalement, on a tout simplement permis à ces pays de vivre au-delà de leur capacité économique, c'est-à-dire qu'on leur a permis d'accéder à des niveaux de société aux frais de la princesse, et que finalement, ces pays comme la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, fut un temps aussi l'Espagne, le Portugal, la Grèce, eh bien, le jour où on a réduit les subventions, parce qu'on a dit, voilà, ça suffit, le plan il est terminé, donc maintenant, vous devez être au niveau. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas. Alors, il suffit derrière d'une petite crise économique, mondiale, etc., pour, évidemment, aggraver encore plus la situation. Donc, c'est pour ça que le principe de l'Union européenne, c'est un piège. C'est un piège parce que, au lieu d'essayer d'harmoniser les niveaux économiques des différents pays, en fait, ils ont aidé les pays en les arrosant de milliards d'euros de subventions. Donc en fait, ils les ont drogués. Ils les ont drogués jusqu'au jour où, hop, on coupe le robinet. Ah oui, mais attendez, là, nous, on ne peut plus, machin, on est en... Eh ben, dans ce cas-là, troïka, austérité. Voilà comment on met à genoux un pays. Regardez la Grèce aujourd'hui. La Grèce, ça y est, elle est devenue très docile avec l'Union européenne. Par contre, les Grecs, ils ont morflé. Ils ont sacrément morflé. Et c'est ça qui est magnifique, parce que pourquoi est-ce que la Grèce aujourd'hui n'apparaît quasiment plus dans vos médias? C'est parce que justement, ils n'ont pas envie que des Français à un moment se disent, mais est-ce que c'est pas ce qui va nous arriver tôt ou tard? J'ai envie de dire, ça aurait dû déjà nous arriver. Mais il se trouve que les Français, vous avez de la chance, parce que la France et l'Allemagne sont les deux piliers de l'Union européenne. Mais quand on aura réussi à mettre à genoux tous les pays de l'Union européenne, dont la Pologne, si elle ne décide pas de sortir de l'Union européenne, elle ne le fera pas, puisque si elle le fait, elle sera obligée de trouver un autre partenaire, et l'autre partenaire qui pourrait éventuellement l'aider, c'est l'autre voisin d'à côté, la Russie. Sauf que les Polonais et la Russie, c'est un peu chien et chat. Donc ils n'ont pas le choix. Mais, ils font de la résistance, mais couper les vivres. Là, ça va peut-être permettre aux Polonais d'avoir une opportunité de démontrer à son peuple que, sans les subventions de l'Union européenne, le pays peut s'en sortir. On ne va pas rentrer dans les détails, etc. Mais
Là, en effet, les Polonais ont une opportunité, ont une fenêtre qu'il faut qu'ils saisissent. Maintenant, est-ce qu'ils vont la saisir de façon intelligente? Ça, c'est une autre question. Donc, tout ça pour revenir à ce problème de la sacralité de la démocratie. Je ne veux pas dire que c'est mauvais. Je veux dire que c'est peut-être le modèle en effet, qu'il faut essayer d'installer, qu'il faut essayer de motiver à se mettre en place dans d'autres pays, mais en prenant en considération le fait que chaque pays a ses particularismes, a ses spécificités, a ses cultures, a ses langues, a ses problèmes régionaux, problèmes culturels, problèmes ethniques, problèmes religieux, problèmes territoriaux, et que tout ça, ça rentre en ligne de compte, sans parler non plus de l'histoire de ces pays. Ils peuvent rentrer en ligne de compte pour dire la démocratie dans ces pays, oui, mais ils ne sont pas prêts à recevoir la démocratie pour le moment. Et c'est pour cette raison que la Russie est un pays dans lequel la démocratie pourrait fonctionner, mais pour l'instant, la démocratie russe est obligée de prendre en considération les spécificités culturelles de la Russie. Je rappelle, la démocratie russe, elle a à peine 20 ans, ouais, un petit peu plus de 20 ans d'existence. Et encore, il y a eu les années 90, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui jugent Poutine en mal, mais qui ont complètement oblitéré, occulté ou ignoré ce que la Russie a connu dans les années 90, qui sont quand même symboliques pour comprendre pourquoi un mec comme Poutine est arrivé au pouvoir, ou comment il a réussi à prendre le pouvoir. Parce que, en effet, j'aurais plutôt tendance que la situation a été plutôt une opportunité pour lui, et il a saisi cette opportunité pour prendre le pouvoir. Enfin, accéder au pouvoir, voilà. Et ça, c'est pareil. C'est à vous de vous cultiver sur cette période-là. Si vous voulez quelque chose de très synthétique, de très facile à enregistrer, etc., je vous invite à voir les vidéos de GouVHD. GouVHD qui est russe, francophone, et qui fait des vidéos qui synthétisent un peu la situation, etc. Et à partir de ces vidéos-là, allez exploiter, allez chercher des documents, des articles, etc. pour vérifier si, en effet, c'est bien ce qu'il dit est bien de fait. C'est pareil, pas se contenter non plus de ce que dit GouVHD, il faut aussi vérifier. Moi, personnellement, je pense que les vidéos sur l'URSS et sur la Russie des années 90 correspondent tout à fait à moi, ce que j'ai connu, ce que j'ai vu à l'époque, par le biais de la presse, par le biais de la télévision, par le biais de certains reportages, etc. Et de certaines personnes que je connaissais qui étaient russes, et ça conforte tout à fait ce qu'il explique, ce qu'il montre dans ses vidéos. Mais évidemment, ce qu'il montre, ça dérange. Ça ne colle pas au format, ça ne colle pas à l'image qu'on veut donner de la Russie et de Poutine. Mais ça permet de comprendre pourquoi Poutine est aujourd'hui Poutine, tout simplement. Mais ça, voilà, c'est toujours pareil. Hein, vous avez beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui jugent, qui condamnent, en réalité sans savoir. Et je terminerai là-dessus en lui posant cette question où finalement il ne m'a pas répondu. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est quand la dernière fois que vous avez ouvert une profession de foi d'un politicien qui lui demandait à ce que vous votiez pour lui? Et elle n'a pas eu de réponse. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais revenir, parce que ça suit l'actualité, je suis désolé, oui. Sur BFM TV, Stéphane Troussel, qui est socialiste. Alors on a eu, je crois que c'est le candidat communiste qui a dit qu'il fallait absolument faire une procédure pour rendre inéligible Éric Zemmour. À propos d'Éric Zemmour, on ne débat pas avec un fasciste, on le combat avec les armes de la République. Et donc on ne débat pas avec un fasciste, on le combat avec les armes de la République. Et Le débat présidentiel, il est complètement confisqué par, effectivement, et elle a eu raison de le dire, par un guignol, un ringard.
On a aussi Hidalgo qui a dit qu'elle ne voulait pas débattre avec Éric Zemmour. C'est assez amusant parce que finalement, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de montrer qu'ils ont peur de Zemmour. Si vous n'avez pas peur d'un candidat, même qu'il soit fasciste, bien au contraire, si vous avez les armes, si vous avez l'ambition et la motivation, si vous avez la ténacité et le courage politique d'affronter celui que vous montrez du doigt comme le fasciste, comme l'extrême droite, comme le méchant, le vilain, eh bien affrontez-le. Affrontez-le en débat. Affrontez-le en débat de la République. Sauf que tous ces neuneux-là, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de montrer, finalement, leur peur. Leur peur et leur incapacité à, tout simplement, se battre avec les armes de la République. Les armes de la République, c'est le débat. C'est le débat d'idées. C'est la confrontation de l'argument, du fait, de l'idéologie. Eh bien, ils sont en train de vous dire « Ah non, nous, on ne veut pas débattre avec ce monsieur-là. » Donc, ça veut dire que vous en avez peur. Ou alors, c'est parce que vous savez que vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les compétences et les connaissances pour le faire. Donc, c'est tellement plus simple de vous planquer derrière votre statut de bien-pensant, c'est tellement plus simple d'essayer de nous faire croire que vous êtes du bon côté de la barrière pour aller accuser un mec qui, bah oui, est à aujourd'hui... je ne sais plus combien, 12%, 17%. Donc ça veut dire qu'il est éligible pour arriver au second tour de l'élection présidentielle. Alors ce qui est très amusant, c'est évidemment sur ce genre de tweet, nous avons des commentaires, mais arrêtez avec vos mots de la Seconde Guerre, c'est ridicule et ça n'atteint plus personne, et je ne me mets à votre niveau, le fascisme c'est vous, Stéphane Troussel. Zemmour veut sauver la France, en quoi est-ce un crime? Vous n'avez pas les moyens intellectuels pour débattre. Donc là évidemment c'est un pro-Zemmour, et finalement il a raison de dire que vous n'avez pas les moyens intellectuels pour débattre. Et il y en a un qui lui répond en disant « Zemmour ait sauvé la France » et il y a plein de petits émoticônes où ça hurle de rire, etc. Donc ça, c'est pareil. C'est le genre de petit comique qui se positionne au-dessus de vous, qui ne se rabaisse pas à vouloir mettre un argument ou de présenter du factuel pour étayer ou contredire le tweet précédent. Donc c'est ce genre de comportement très hautain, très irrévérencieux, très irrespectueux. C'est-à-dire que, voilà, on est franchement dans une guerre idéologique. Il y a des colères qui sont parfaitement saines parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Le candidat socialiste à la présidentielle a offert d'elle une image authentique qui lui permettra de regagner du crédit à gauche. Là, évidemment, on est dans quelque chose de très ironique. Mais là encore, c'est du second degré, mais du second degré que certains ne vont pas comprendre. C'est flippant de se dire qu'il y a des gens qui rêvent de voir Éric Zemmour président de la République. On est tombé tellement bas qu'on est prêt à élire le premier qui sort du lot du marasme de la classe politique. Mais oui, chère madame, pourquoi? Avant de montrer du doigt, encore une fois de plus, ce qui se passe, comprenez pourquoi on en est là. Mais ça, non. Ça, c'est trop compliqué, c'est difficile. Ça demande un petit peu d'esprit pour se dire comment on en est arrivé là. C'est exactement le même genre d'individu qui a craché sur Trump, mais qui n'ont jamais voulu comprendre comment se fait-il que Trump est arrivé au pouvoir. Par quel phénomène? Par quel effet? Par quelle issue? Par quelle situation? Un mec comme Donald Trump a réussi à être élu, à se faire élire président des États-Unis. Non, ça, on ne se pose pas la question, parce qu'il ne faut pas la poser. Les problèmes sont nombreux en France et depuis des décennies, nos politiques, qui sont toujours les mêmes, détruisent tout en ne pensant qu'à leur bien-être personnel et se fichant de la France. Zemmour, lui, a au moins l'amour de ce pays. Là encore, hein, là on est dans l'inverse. C'est-à-dire que là on est dans le cliché du politicien, tous pourris, etc. Alors que malheureusement, ce monsieur, il ne va pas chercher un peu plus loin. C'est que c'est pas seulement les politiciens français, c'est peut-être bien au-delà. C'est l'Europe, c'est le mondialisme, c'est le globalisme, c'est l'ultralibéralisme, c'est le capitalisme. En grande partie. Et de fait, ont découlé, évidemment, tous les acteurs qui ont fait tout le mal que nous connaissons aujourd'hui, tant sur le plan social, économique, politique que idéologique.
Ah, et le débat, la parole, pour aller vite, n'est-il pas la première des armes de la République? Voilà, question. Vous dites que vous voulez utiliser les armes de la République. Quelles armes de la République vous voulez utiliser? La justice? Utiliser, instrumentaliser des juges ou des magistrats pour interdire Zemmour? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez l'emprisonner? Vous voulez le tuer? Ok. Ne sait décidément plus ce que veut dire le mot fasciste. Le fascisme, c'est justement ce qui s'est passé à Nantes. C'est la censure, c'est l'intimidation. C'est justement car vous refusez le débat que la gauche pèse 25% au total dans les sondages. Vous êtes dépassé. Là, oui. C'est tout à fait ça. C'est la rage de cette portion idéologique d'un certain nombre de Français et de ces acteurs qui défendent cette idéologie, qui sont tellement rageux de ne pas réussir à monter plus loin et à se faire entendre plus et avoir plus d'adhésion dans l'univers politique, idéologique français, qu'ils en viennent à avoir des méthodes de fascistes. Les dictionnaires renvoient le terme fascisme directement à Mussolini. L'employer pour qualifier une personne ne révèle-t-il pas de la diffamation la plus grave? Ben oui, le fascisme, à l'origine, c'est italien, qu'on s'en souvienne. Mais le problème que j'irai plus loin, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme fascisme et qui sont incapables d'en donner une définition. D'ailleurs, amusez-vous, hein. Si vous êtes sur Twitter, les réseaux sociaux, si vous envoyez un qui vous sort le propos fascisme, fasciste, etc., posez-lui la question, pouvez-vous me définir le fascisme, s'il vous plaît? N'oublions pas que les nazis ont prospéré avec le national-socialisme, c'est qui ce minable. Alors là, ça c'est une des plus grosses fautes que commettent un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux. National-socialisme, oui, il y a socialisme. Donc socialisme assimilable au socialisme français? Eh bien non, parce que c'est du national-socialisme. Donc c'est de l'idéologie de droite, d'extrême droite. Donc ça n'a rien à voir, ça prend le terme socialisme, parce que ça, évidemment, à l'époque, Hitler jouait aussi énormément sur le côté social. Rappelons-nous, nous sommes dans entre-deux-guerres, la période, l'Allemagne, la République de Wehrmacht, etc. Donc énormément de problèmes sociaux, énormément de problèmes économiques, sur lesquels, évidemment, Hitler a énormément joué. Donc, n'oubliez pas, évitez de faire cette confusion entre le socialisme de gauche et le national-socialisme. La gauche allemande a été la première à connaître les camps de concentration à l'arrivée d'Hitler. Le nom national-socialisme, c'est du pur marketing. Ouvrez un bouquin d'histoire, vous vous rendrez service. Ben, j'ai envie de te dire à toi aussi, en toi service, de lire un bouquin d'histoire, parce que ce que tu dis là, c'est n'importe quoi, c'est de la connerie. La gauche allemande a été la première à connaître les camps de concentration. Ou non. La gauche allemande a été la première à être réprimée par les nationalistes socialistes, par le parti nazi. Après qu'il y ait eu des communistes qui étaient déportés, ça là-dessus, communisme. Là, il utilise la gauche allemande. C'est-à-dire quoi la gauche allemande? C'est très vaste. Et le nom national-socialiste, c'est du pur marketing. Non, ce n'est pas du pur marketing, cher monsieur, c'est tout simplement le principe idéologique de l'époque, comme vous aviez le Front populaire. Le Front populaire d'Onfray n'a rien à voir avec le Front populaire des années 30. Ce monsieur peut-il nous montrer son bilan à Saint-Denis, qu'on rigole? Ouais. Ah bah oui, parce que c'est vrai que c'est socialiste de Saint-Denis, vu la population quand même relativement un petit peu visée par Zemmour, ça le rend très inconfortable. Dites Stéphane Troussel, en démocratie, le débat contradictoire est autorisé, ou bien depuis Staline, vous n'avez toujours pas évolué. Et tacle, voilà, ça c'est un bon tacle, ça. Ça remet justement devant sa contrariété, devant sa contradiction, quelqu'un qui se dit socialiste de gauche et respectueux des valeurs de la République, de la démocratie, etc., mais qui est le premier à les bafouer. Qui est le premier à les bafouer parce qu'il estime que la personne qui est en face de lui ne mérite pas les avantages de la démocratie. Il faut l'enfermer.
Alors dans ce cas-là, il faut enfermer tous les délinquants. En tenant ces propos, il a perdu la partie. C'est quand même dingue de voir le niveau de cette classe politique aujourd'hui. Ça vole bien bas et ça veut en plus donner des leçons. Et oui, c'est ça. Là, je pense que ce tweet résume bien toute la situation que ces politiciens, dont une grande partie vont être candidats au premier tour, ne veulent pas admettre ou n'ont pas compris. Alors s'ils n'ont pas compris, c'est encore plus grave, parce que ça veut dire qu'ils sont en total, ils sont anachroniques. Complètement anachronique. Concernant M. Zemmour, polémiste n'est pas chef d'État. Ben oui, il n'est pas chef d'État, en effet. Faut juste rappeler à Troussel ce qu'est une république. J'espère au moins que cet individu s'est fait grassement rémunérer pour sortir de telles conneries. On voit que des départements PS. Ben oui, parce que c'est... Ah oui, alors je vous mets le tableau là. Vous avez 15 départements qui ne veulent pas payer le RSA aux non-vaccinés privés d'emploi. Et en effet, les 15 départements sont sous autorité socialiste. Vous imaginez quand même des gens de gauche qui veulent couper les RSA à des pauvres parce qu'ils ne sont pas vaccinés. La gauche française, je ne sais pas si vous êtes de gauche, si vous ne me connaissez pas, je vous le dis, il y a un moment donné, j'ai envie de dire, quand on est socialiste, quand on est de gauche, on devrait avoir honte de ces gens qui vous représentent. On devrait avoir honte de ces gens qui s'autoproclament, parce que là, c'est s'autoproclamer de gauche, bien pensante, et qui sont en train, en fait, de vous détruire. S'il doit y avoir une révolution en France, moi je pense que la première révolution qu'il devrait y avoir, c'est au niveau de la gauche. C'est-à-dire tous les gens de gauche, reprenez le pouvoir. Arrêtez de jouer avec ces gens qui se foutent de votre gueule et qui sont en train de détruire vos idées. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est qui cet ignare incroyable ce genre de propos. Un papy Stéphane Rossel de guerre 39-45 est fini. Il est temps d'évoluer. Par contre, sur notre sol, des têtes roulent par terre. Ça n'a pas l'air de vous interpeller. Eh ouais. C'est ça le problème que tous ces gens qui s'autoproclament antifascistes, c'est que quand on les met devant l'évidence que l'extrême droite, pour l'instant, on peut dire ce qu'elle veut, on peut dire ce qu'on veut d'elle, on peut lui donner tout ce qu'on veut en matière d'image, en matière de réputation. Il n'empêche que pour l'instant, ce n'est pas au nom de l'extrême droite qu'on a décapité, ce n'est pas au nom de l'extrême droite qu'on a agressé, ce n'est pas au nom de l'extrême droite qu'on a violé, poignardé. Alors on a beau nous sortir de temps en temps des petites affaires en disant « Oh, la police a débarqué chez des militants d'extrême droite, on a retrouvé des armes, des munitions et tout le tatati, etc. » Ah, ben ouais. Ah, mon Dieu, ils étaient prêts à faire une révolution. Ah, ils étaient prêts à faire un attentat, etc. Ben oui, mais le problème, pour l'instant, si on fait un listage des attentats assimilés à l'extrême droite et des attentats assimilés à l'islamisme radical, protégés par la gauche, enfin protégés, c'est un bien grand mot, mais vu qu'ils ont quand même un électorat musulman quand même non négligeable, ils ne vont pas cracher dessus en disant musulmans, dites les musulmans, il va peut-être falloir que vous fassiez le ménage dans votre communauté parce que là ça ne va pas. Eh ben non, ils ne peuvent pas le faire, parce que sinon ils se tirent une balle dans le pied. Zemmour ne passera pas, quitte à aller voter Macron au second, je le ferai pour combattre le fascisme. Voilà, c'est ce comportement-là qu'ils veulent vous pousser à avoir pour élire Macron et pour lui permettre de finir le travail. Et c'est cette personne-là qui, par contre, va aller manifester, sans doute, dans la rue contre Macron, parce qu'il va perdre des avantages, parce qu'il va perdre du salaire, parce qu'il va perdre son boulot, parce que... Ça, c'est un idiot utile. Voilà. C'est le parfait profil de l'idiot utile. En réponse à BFM, Alain Parib et Stéphane Troussel portent bien son nom. En fait, ils ont peur de Zemmour,
Ils ne veulent même pas débattre avec lui, ils veulent le discréditer, c'est tout, à l'image de ce que justement on ne veut plus. Vous voyez, donc le PS veut faire la guerre à 17% d'électeurs. Ouais, 17% d'électeurs. Et il n'a pas tort, le mec. Tout ce branle-bas de combat autour de Zemmour pour 17% selon les sondages. Ou alors peut-être que vous faites ce branle-bas de combat parce que vous savez que le sondage il est erroné et que c'est pas 17% qu'il y a de Français qui vont risquer de voter Zemmour, mais peut-être plus. La République qui n'est pas un talisman n'a pas empêché Vichy. Là encore, c'est quoi cette phrase à 2 balles? La République qui n'est pas un talisman n'a pas empêché Vichy. Vichy a existé, pourquoi? Parce qu'il y a eu une invasion, parce qu'il y a eu un occupant, parce que Vichy a existé parce qu'il fallait collaborer, parce qu'il y avait une France libre, et cette France libre, si on ne voulait pas qu'elle se fasse aussi avaler par l'occupant, il fallait faire des compromis, des consensus. Attention, hein. Et d'ailleurs, il y en a un qui dit, en effet, Mitterrand était un pétainiste, décoré par Pétain en 1943, le Parti socialiste est un parti fasciste, et il ne faut pas débattre avec cette gauche minoritaire, qu'est communiste, 100 millions de morts, Hidalgo c'est 5%, Roussel 1%. Oui, bah oui, hein, ça c'est de l'argument, bon, c'est de l'argument un petit peu facile, mais voilà, et c'est ça le problème de la gauche, c'est que quand vous leur balancez ce genre de données, ils vous crachent à la gueule. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autres données à contredire. Vous considérez donc que les millions de personnes qui partagent le constat d'Éric Zemmour sont fascistes. Vous insultez le nombre de policiers, gendarmes, militaires, citoyens, journalistes, etc. Votre attitude est la définition même du fascisme. En effet, il y a une polarité inversée de voir des comportements de gens bien pensants, droits de l'homiste, etc., emprunter des propos, des idées, des provocations, des termes, des insultes, des propositions, que si on leur retirait l'étiquette de bien-pensant, si on leur retirait l'étiquette de démocrate, si on leur retirait l'étiquette de gauchiste, ça serait un propos tout à fait conforme à une forme de propagande fasciste. C'est pas tort, hein. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que tous ces gens comme Troussel, ils prennent vraiment les Français pour des cons. Donc ils essaient de faire culpabiliser les Français, de choisir plutôt Zemmour que la République, la démocratie, les libertés, les droits de l'homme, etc. Le problème, c'est que vous avez quand même eu 14 ans un président avec des gouvernements. Ça n'a pas été ça, hein. Puis même localement, hein. Bon, localement, attention, il y a des personnalités de gauche localement qui ont fait du bon boulot, hein, pour certaines petites localités, petites villes, etc. Mais là encore, j'en reviens à ce que je vous disais au début de la vidéo sur la démocratie, tout dépend de l'individu. Vous avez des individus qui prennent parti, qui se sentent plus proches d'une idéologie et qui, une fois élus, vont faire un bon boulot, vont assumer leurs responsabilités, etc. Comme il y en a d'autres qui sont hors sol. Je dirais Hidalgo. Et voilà, encore une fois, si on critique Hidalgo, on est quoi? On est masochiste? Misogyne, pardon. Enfin, ceci dit, voter Hidalgo, il faut aussi avoir une part de masochisme. Tout ce qui importe de ce fascisme nouvelle génération, c'est qu'il a compris qu'on doit en venir à l'Europe des identités nationales avec leurs traditions et leur souveraineté et ne pas perdurer par durure dans cette politique de pouvoir central soviétisé. Ouais, il y en a, ils ont du mal, hein, quand même. Le PS est à l'état végétatif depuis longtemps, cesser l'acharnement thérapeutique et couper l'oxygène. Ces saillies débiles et les dangers fascistes ne sont pas des réflexes nerveux. C'est clair. Traitez vos adversaires de fascistes pendant qu'il justifiera qu'il ne pourra pas argumenter. Staline, vous êtes sur la bonne voie, pchit. Là encore, facile de faire du lien entre les socialistes et le communisme soviétique. C'est du raccourci un petit peu, même si
dans l'évolution et dans l'histoire du socialisme en France, en effet, il y a un petit peu des liens des causes à effet, mais je rappelle, la France a quand même un parti qui s'appelle le Parti communiste, donc qui était quand même plus proche de la Russie que le socialisme qui étant plutôt une idéologie libérale de gauche, on va dire, sociale, mais qui a très vite été dépassée par les événements. Et enfin, un petit dernier, quand on était au pouvoir ou lorsqu'on a une responsabilité politique, on doit assumer l'état dans lequel vous avez mis la France, au lieu de dénigrer des gens de tous bords qui disent tout haut ce que vivent les gens au quotidien. Je retraduis parce que comme le problème de Twitter, c'est qu'il y a 468 caractères, donc il y a des fois des gens qui font pas gaffe. Même moi le premier, il y a des fois, quand je relis mon tweet, je me rends compte que j'ai oublié un mot ou j'ai un truc comme ça. Sauf qu'évidemment, on ne peut pas modifier les tweets sur Twitter. Ça, c'est quand même assez démentiel. Oui, je vous avais dit que c'était un petit dernier, mais celui-là, la gauche n'avance aucun argument à part insulter les gens qui ne pensent pas comme eux. Ben voilà, ça, tout est dit. Hein. Il y en a marre de ces politiques qui insultent les Français. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des politiciens qui se croient détenteurs d'une légitimité, d'une vertu, pour juger, se faire juger bourreau. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que aujourd'hui, il y a des réalités qui remontent à la surface et qui tentent à démontrer que le discours de Zemmour n'est pas anodin, que si Zemmour existe aujourd'hui, s'il est sur les plateaux de télé, si les médias s'intéressent à lui, c'est parce qu'il a des discours qui sont parfois le reflet, alors je ne dis pas qu'il a raison sur tout, mais il met en évidence des aspects, des paramètres, que ça fait des années dont on parle, mais qu'aujourd'hui, ils deviennent inévitables dans le débat politique. Même si des politiciens, justement, ne veulent pas en débattre. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de contre-argument. Ils n'ont pas d'autre issue. Et donc, quand vous n'avez pas d'issue, quand vous n'avez pas d'argument, voire même en plus avec Zemmour, vous n'avez pas forcément de culture, alors attention, ça ne veut pas dire que ça donne à Zemmour un avantage, parce que malheureusement, il fait beaucoup d'aspects de sa culture, mais il y a des Français, des fois, que quand vous leur parlez de Nietzsche, de Kant, de Condorcet, etc., ça ne leur parle pas, mais ça fait juste permettre à Zemmour de dire, voilà, moi je dis ça en me référant à de la pensée philosophique, de la pensée politique, de la pensée idéologique, d'auteurs, de gens réputés, reconnus, etc. Mais inversement, vu qu'en face, il n'y a personne d'autre qui est capable à un moment donné de faire la même chose, c'est-à-dire d'utiliser d'autres références, pour justifier des contradictions, pour justifier des contre-arguments, pour justifier des idéologies, etc. Ben oui, voilà pourquoi Zemmour aujourd'hui est à 17% dans les sondages. Et que le Parti Socialiste, ils vont encore se prendre une tôle dans la gueule, mais comme c'est une institution intrinsèque au paysage politique français depuis des décennies, ils ne peuvent pas admettre qu'ils ne représentent plus rien, pas grand-chose. C'est comme Mélenchon, c'est pareil. Je ne suis pas certain que Mélenchon fera le même résultat qu'il a fait en 2017, parce que sur certains points, il est quand même assez... c'est un peu une anguille, hein. Voilà pour cette vidéo. J'espère que... alors, il y a eu des événements un petit peu importants, mais ça fera peut-être l'objet d'un complément de sujet sur une autre vidéo, etc. Dans la dernière vidéo, juste comme ça, je vous ai parlé des manifestations à New York. Les polices new-yorkaises et pompiers, ils ont encore manifesté cette semaine, ce week-end, et ils sont allés devant le Hall City de New York pour protester. Et la situation commence un petit peu à monter, puisqu'il y a sur les 50 États, 10 États, c'est-à-dire 10 gouverneurs qui ont très officiellement dit qu'ils n'appliqueront pas le mandat vaccinal de Biden. A annoncé qu'il allait mettre en place une sorte d'obligation vaccinale. Alors,
pas pour tout le monde, mais pour certains secteurs, c'est-à-dire les secteurs de fonction publique, etc. Mais il y a déjà des États qui ne sont pas d'accord et qui ne l'appliqueront pas, voire même des comtés aussi qui le font pas. Donc vous voyez, c'est très compliqué, c'est très difficile pour aujourd'hui ceux qui sont les pro vaccination obligatoire à mettre en place ce genre de choses. Je le dis, hein, c'est quand même rare aux États-Unis de voir ça, parce qu'en règle générale, les Américains sont assez conciliants, sont assez résilients sur pas mal de sujets. Des manifestations, il y en a, etc., mais en général, ils sont très dénigrés. Hein. On a vu ce que ça donnait avec les manifestations pro-Trump, etc. En revanche, quand c'est des manifestations organisées pour la bien-pensance, les BLM et compagnie, on a vu aussi ce que ça donnait. Hein. D'ailleurs, les BLM, hein, vous avez vu, ils ont disparu de la circulation, les BLM, hein, on n'entend plus parler. Hein. Alors, ils existent toujours, hein, je vous rassure, mais ils sont toujours actifs dans certains domaines, mais médiatiquement, ils ont disparu de la circulation. Voilà pour cette vidéo. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, eh bien, que puis-je vous souhaiter d'autre de bien vous porter.